Pourquoi lui consacrez-vous aujourd'hui un livre, Philippe Labro? Alors d'abord, c'est un roman. C'est un récit parce que c'est vrai, mais c'est un roman parce que c'est une vie romanesque. Je lui consacre un livre parce que ça faisait très longtemps que je devais le faire, mais je ne pouvais pas le faire tant qu'elle était vivante. Toute ma famille me disait, Philippe, un jour, il faudra écrire l'histoire de maman, de Netka, puisqu'elle s'appelle Netka, puisqu'elle est d'origine polonaise. Et donc, vous avez attendu la disparition de votre mère pour pouvoir vous lancer dans cette écriture, mais qui raconte aussi ce qu'elle est et sa vie. Qui raconte le mystère de sa vie, parce que c'est une femme qui, pendant très longtemps, a dissimulé à ses enfants d'où elle venait. C'est une fille naturelle, hein, née de père inconnu, qui n'a jamais été reconnue par son père et qui a été abandonnée par sa mère. Alors, nous allons prendre... Là, moins tu as été aimé, plus tu as été abandonné, plus tu aimeras, plus tu accueilleras. Je Oui. trouve que c'est la phrase clé peut-être du livre. Sans doute, le mot-clé, c'est l'amour. Elle est en manque d'amour pendant 20 ans. Par miracle, à 20 ans, elle rencontre un homme qui a 20 ans de plus qu'elle, qui va devenir son amant et ensuite son mari, et ensuite le père de 4 garçons. Et cette reconversion prodigieuse qui part de la solitude, du désarroi, quasiment du désespoir, vers l'amour, fait que cette femme tire un trait sur son passé totalement et se dévoue, se consacre exclusivement à son mari, qui est d'une certaine manière son père, puisqu'il a 20 ans de plus qu'elle et qu'elle n'a jamais eu de père, et à ses enfants, avec qui elle a presque un rapport de sœur. Et donc tout ça se déroule dans un climat tel qu'elle devient extraordinairement altruiste. C'est les autres qui comptent, c'est pas elle. Et comme c'est pas elle, eh bien elle ne raconte pas sa vie. Et il faut que j'essaye de la comprendre. Voilà, donc vous allez d'abord en parler avec elle avant sa mort et puis ensuite enquêter. Et elle a toujours brouillé les pistes à propos de son père. Vous avez fini par l'identifier. Là aussi, c'est très romanesque. C'est un richissime comte polonais. Oui, qui possédait la moitié de la Biélorussie pratiquement, et qui a été enterré vivant par les bolcheviks en 1920. Et qui, avant d'être enterré, et possédant cette extraordinaire richesse, se balade en Europe et en France. Les Polonais vont souvent en France et rencontrent, par hasard, encore une fois, une jeune femme institutrice, née, elle aussi, de père inconnu, dont la mère elle-même était née de père inconnu. C'est une fille de ferme, du Doubs, près de Besançon, et qui, j'imagine par sa propre volonté et son propre caractère, devient une institutrice et devient sans doute, peut-être, on ne le saura jamais, la préceptrice, c'est bien comme ça qu'on appelle. Oui, exactement. Oui. Des enfants, puisqu'à l'époque, dans toute l'Europe, qu'on dit bêtement de l'Est, l'Europe à l'Est, puisque c'est la vraie Europe, hein, eh bien, le français était la langue majeure. Et donc, les grandes familles, comme cette famille-là, ben, ils avaient des femmes qui étaient là pour apprendre le français. Mais comment et pourquoi votre mère Netka a-t-elle été abandonnée par la sienne, autrement dit par votre grand-mère? Et là, c'est évidemment l'incroyable inconnu de ce livre et de toute cette histoire familiale. C'est tellement l'inconnu que, à un moment donné de sa vie, sa mère est réapparue et a téléphoné un jour à la maison, nous étions encore à Montauban, c'était juste après la Libération, C'est l'une des scènes les plus fortes du livre. Oui. pour dire à mon père, je voudrais rencontrer ma fille. Je sais qu'elle est mariée avec vous, que vous avez 4 garçons. J'ai évidemment envie de la revoir, de la rencontrer. Et ma mère refuse. Directement, tout de suite, elle ne réfléchit même pas. Pourquoi? Parce qu'elle considère qu'effectivement, elle a été totalement abandonnée et elle en a souffert terriblement de solitude, de désespoir. Alors pour répondre à votre question, pourquoi l'a-t-elle abandonnée? C'est la question. C'est d'ailleurs, pardon, je ne fais pas de comparaison, la phrase du Christ. Hein. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est aussi une des phrases fortes. Alors, l'abandonnite, c'est un phénomène qui n'est pas exclusif à cette femme, à ma mère, et je pense que c'est ça qui construit ou détruit un être humain. Est-ce qu'il y a, vous précisiez d'emblée que c'était un roman, alors justement, est-ce qu'il y a une part de fiction dans ce livre, Philippe Labro? Alors, il y a une part de reconstitution de scènes auxquelles, bien évidemment, je n'ai pas pu assister. Par exemple, quand à l'âge de 15 ans, elle est au lycée et qu'un professeur sadique, un salaud littéralement, devant le reste de la classe, lui explique en regardant sa fiche d'état civil qu'elle est née de père inconnu, j'étais pas là, et donc j'ai reconstitué la scène. Le romancier, comme vous le savez très bien, Bernard, prend un élément, une ligne, parce que j'ai appris ça par une dame un peu âgée qui avait connu ma mère. Elle me l'a dit 3 mots.
Et c'est à partir de ça que j'ai construit toute la séquence. Lorsque plus tard... Vous en faites une scène fondatrice d'ailleurs, hein. C'est Oui, l'humiliation qui oui. va marquer à jamais votre mère. L'humiliation et la honte. Et je pense que c'est à partir de cette humiliation, cette honte, qu'elle a voulu tout balayer, tout dissimuler à ses enfants, et qu'ils n'avaient pas besoin de savoir. D'ailleurs, quand on est un enfant, on ne s'interroge pas véritablement sur d'où viennent vos parents. On les accepte et on les aime. Philippe Labro, nous faisons évidemment. L'un des détails les plus touchants de votre récit est cette habitude qu'avait votre mère de ne jamais se séparer d'une photo de votre père. Oui, puisqu'il avait 20 ans de plus qu'elle, il a disparu bien avant elle. Et d'ailleurs, elle nous disait pratiquement régulièrement, vous savez, on savait que ça se passerait comme ça, qu'il partirait avant moi. Mais que veux-tu? On s'aimait. Donc, encore une fois, c'est l'amour. Alors oui, elle a une petite photo dans une espèce... J'ai jamais pu définir cet Oui, objet. d'ailleurs, on le sent dans le livre, vous avez toujours du mal à définir Une dans quoi espèce de cette petit truc photo qu'on était ouvre et placée. qu'on ferme, on appelle ça Ouais. peut-être un fermoir, je sais pas, Ouais, il doit y avoir ouais. un terme. Et il y avait donc là, sur la partie gauche, la photo de mon père, et sur la partie droite, la liste de toutes les dates d'anniversaire de ses enfants et ses petits-enfants. Puisqu'elle passait sa vie à nous envoyer des lettres et des petits cadeaux pour nos anniversaires. Alors, elle écrivait d'ailleurs, et vous avez retrouvé après sa mort des cahiers de poèmes. J'ai retrouvé effectivement des cahiers avec une écriture très belle, très très classique, et des tas de poèmes dans lesquels j'ai compris son évolution. À la fois, il y avait des poèmes de lyrisme où elle cherchait, elle avait envie de l'amour, d'autres poèmes où elle exprimait son désespoir, et l'un d'entre eux, elle dit qu'elle voulait la gloire, puisqu'elle croyait qu'avec son diplôme, elle avait gagné un prix de poésie, elle obtiendrait la renommée, la reconnaissance. Cette reconnaissance lui aurait permis d'avoir le nom qu'on ne lui avait pas donné. C'était pour cela qu'elle voulait. Ça n'a pas eu lieu. Elle a eu un autre nom, Labro. Et la gloire, elle l'a mise de côté, au profit de l'amour. Netka, votre mère, a fait montre d'un courage et d'un grand sang-froid sous l'occupation, Philippe Labro. Expliquez-nous ça. Effectivement, mon père avait été conseiller juridique à Paris avant la guerre. Il se déplace à Montauban avec ses enfants parce qu'il pense que dans la zone libre, ça se passera mieux. Et effectivement, pendant les premières années, ça se passe mieux. Et un de ses anciens clients, juif, l'appelle en disant « Je vais partir, m'enfuir vers l'Espagne, pouvez-vous m'héberger ?» Il l'héberge. Et le client parle à un autre ami, juif aussi, qui décide lui aussi de solliciter l'hébergement de notre famille. Et peu à peu, la maison, ça s'appelait une villa à l'horizon, devient une sorte de relais poste, si j'ose dire, de tous les réfugiés juifs, enfin de certains réfugiés juifs, qui partaient vers pas une l'Espagne. centaine, hein, mais il y en a eu, je sais pas, une vingtaine, trentaine, qui partaient vers l'Espagne. Papa et maman les hébergeaient pendant une journée, une nuit, et ensuite les dispatchaient, si j'ose dire, vers 2 fermes, et depuis les fermes, ensuite vers la frontière. Alors, c'est un épisode que vous avez déjà évoqué dans un de vos livres précédents, Le Petit Garçon. Mais ici, vous insistez sur, en effet, ce que disait Yves, le courage, le sang-froid de votre mère. L'intuition, l'instinct extraordinaire, puisqu'elle était à la fenêtre, à la cuisine, avec Dora, une de ces juives réfugiées, qui est devenue pratiquement sa sœur. Et elle voit, tout au bout du chemin, à la porte d'entrée, 2 silhouettes vêtues de noir. Et sans réfléchir, elle dit à Dora, va-t'en. Et elle l'envoie tout de suite à travers les champs vers une des fermes justement où on se réfugiait. Pourquoi? Parce qu'elle a senti que le danger arrivait. Là-dessus, elle prend ses 2 enfants par la main, c'est-à-dire mon frère Jacques et moi-même, et elle va doucement à l'approche de ces 2 hommes qui viennent pour justement vérifier s'il y a une certaine Dora dans la maison. Donc il y a eu dénonciation. Bien. Et là, par son sang-froid, par sa dialectique, par sa manière très hautaine un peu d'aborder ces 2 hommes qui peu à peu sont déstabilisés. Ah oui, complètement, oui. Elle les empêche de passer. Pas physiquement, mais par son dialogue et par en disant mais montrez-moi vos papiers. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Est-ce que vous avez le droit d'entrer dans une propriété privée? Mon mari n'est pas là. Et pendant ça, elle se dit est-ce que Dora est en train de courir? Est-ce qu'elle a traversé la rivière? Avec le recul, j'ai une double question, Philippe Labro. Quelle était la principale qualité de votre mère et sa grande fragilité? Je pense que sa qualité principale, c'est ce qu'aujourd'hui